La France de 2023 compte 26% de personnes de plus de 60 ans, un habitant sur 4. En 2040, ce sera près d'1 sur 3. Le maintien des seniors en activité est un enjeu social et économique majeur. Il pose la question du travail pour tous, pour que chacun, jeune comme moins jeune, trouve sa place et s'épanouisse. Bonjour, je suis Sybille Lemaire, fondatrice du Club Landois, qui regroupe un collectif d'entreprises pionnières et engagées qui agissent pour réussir cette transformation sociale avec une idée simple. Quel pacte social souhaitons-nous écrire qui soit économiquement soutenable et socialement souhaitable ? 29 juin 2023, Assemblée nationale. Le Club Landois organise une journée de débat sur le thème du travail avec la députée Astrid Panosyan-Bouvet. Vous vous apprêtez à écouter la table ronde numéro 1, Travail pour tous, la place des jeunes et des seniors en entreprise. Une discussion animée par Myriam Ankawa, journaliste pour LCP. Donc, le travail pour tous, c'est l'intitulé de cette table ronde. Donc, il y a évidemment les seniors, les jeunes aussi, mais je pense qu'on va beaucoup parler des seniors ce matin parce qu'on est à l'Assemblée, on a tous en mémoire cette bataille homérique des retraites dans l'hémicycle et le bras de fer dans la rue. Ce sont des sujets qui ont été au cœur de ce débat. Et ce qui est très bien, c'est qu'au fond, cette question de l'emploi des seniors, elle a explosé le mur des experts. Et donc, c'est pour ça que je compte sur vous pour poser des questions, des demandes de clarification sur un sujet qui est vraiment très concernant, parce que ça va tous nous arriver d'avoir plus de 60 ans et en même temps assez technique. Bonjour Alexandre Viros, je vous présente en 2 mots, président France du groupe ADECO, leader de l'intérim. Le travail temporaire, c'est évidemment beaucoup d'emplois, mais aussi beaucoup de formation. On y reviendra. Bonjour Anne-Laure Thomas, merci d'être là, directrice France, diversité, équité, inclusion du groupe L'Oréal. L'âge, premier critère de discrimination à l'embauche. Vous allez nous dire ce qu'il faut faire pour changer les regards, les mentalités, la culture dans l'entreprise. Bonjour Marc Ferracci, député Renaissance des Français établis en Suisse. Vous êtes ancien conseiller social du Premier ministre Jean Castex, économiste du travail de formation, et vous étiez le rapporteur à l'Assemblée de la réforme de l'assurance chômage. C'est très lié à notre sujet sur l'emploi des seniors. Enfin, bonjour Dimitris Mavridis. Et vous êtes économiste du travail. On va commencer avec vous. Économiste à l'OCDE, emploi des seniors, état des lieux, chiffres à l'appui. Pourquoi la France est mauvais élève en la matière en Europe? Vous avez 10 minutes maximum, je serai intraitable. Bonjour à tous. Donc l'idée de cette présentation, c'est de faire un état des lieux et de proposer des comparaisons internationales et de montrer à quel point la France est le mauvais élève de l'OCDE et de l'Europe, chiffres à la pluie. Nous allons nous concentrer sur l'emploi des seniors, donc principalement sur les 59-64 ans, mais ça va aussi au-delà et un peu avant. Je vais commencer par établir 2 constats sur l'emploi des seniors et puis proposer un diagnostic. Et juste pour donner un peu le cadre, je me concentre que sur les politiques publiques, sur les aspects institutionnels et pas sur l'aspect privé qui sera traité par la suite par les autres membres du panel. Et donc sur les 2 constats, le premier que je veux montrer de façon un peu graphique, c'est qu'il y a une falaise française. La falaise, ce que j'appelle la falaise, c'est qu'on a en France des taux d'emploi pour les 30 à 50 ans qui sont relativement élevés, relativement bons par rapport à la moyenne européenne. Donc on peut imaginer ça de façon topographique comme un grand plateau stable. Et on a une falaise, c'est que les taux d'emploi dégringolent de façon très abrupte, comme une falaise, alors que dans d'autres pays, les taux d'emploi baissent de façon plus douce, plus continue, qui reflète un peu plus les préférences des personnes qui peuvent choisir entre rester en emploi ou partir à la retraite ou ne pas participer au marché du travail. Et donc, une des particularités françaises, c'est que il y a 2 particularités. La première, c'est qu'on a une falaise avec une chute très abrupte du taux d'emploi à partir de 53 ans, disons. Et la deuxième particularité, c'est que cette falaise, elle est très précoce. Alors que dans d'autres pays,
soit il y a une pente douce, soit la falaise, elle existe, mais elle est beaucoup plus éloignée. Elle ne commence pas à 53 ans, elle commence plus vers les 60 ans. Et donc, ça c'est le premier constat, le constat d'une falaise française, qui place le taux d'emploi des 59 à 64 ans autour de 35%. On peut le comparer à 70% pour les Pays-Bas, pour le Danemark, l'Allemagne ou la Suède. Et donc, la différence de taux d'emploi, à elle seule, la différence de taux d'emploi des seniors explique à peu près 15% des écarts de PIB entre la France et les pays qui sont à la pointe du taux d'emploi des seniors en Europe. 15% du PIB, c'est énorme comme ordre de grandeur. Donc, deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas une fatalité française. Le taux d'emploi des seniors en France a récemment, au cours des 15 dernières années, fortement augmenté. Il suit la même tendance européenne, mais il avait fortement baissé à partir des années 80, la France étant le pays qui a eu le mouvement le plus ample, le plus prononcé de la baisse du taux d'emploi à partir de 1980, ce qui est expliqué principalement par les réformes qui avancent l'âge de départ à la retraite. Et donc, le deuxième constat, c'est que la France rattrape. Alors, elle ne rattrape pas son retard, elle est toujours avec le même écart par rapport à la moyenne européenne, mais comme tous les pays européens augmentent le taux d'emploi des seniors, la France suit le même mouvement, mais toujours la lanterne rouge européenne. Et donc, venons-en au diagnostic. Qu'est-ce qui explique des taux d'emploi si faibles en France ? Et donc, à l'OCDE, nous avons créé des indicateurs composites qui regardent différentes parties du marché du travail pour essayer de comprendre, est-ce que c'est dû à l'employabilité des seniors en France, qui serait différente des autres pays européens? Est-ce que c'est dû aux opportunités d'emploi qu'ils ont, le taux de maintien dans l'emploi, le taux d'embauche des seniors? Ou est-ce que c'est dû aux incitations à la participation au marché du travail? Et donc, lorsqu'on regarde l'employabilité ou les opportunités, on voit que la France elle est soit dans la moyenne, soit elle fait mieux que la moyenne européenne en termes d'opportunités et d'employabilité. Les seniors français ont une espérance de vie en bonne santé à 60 ans qui est au-dessus de la moyenne. Ils ont, dans leur cohorte, la proportion de cadres et de personnes avec un diplôme du tertiaire est plutôt élevée et en augmentation. C'est de la même chose pour la santé. Donc l'employabilité, en termes de potentiel d'emploi, lorsqu'on regarde le stress au travail, on est plutôt dans la moyenne européenne ou plutôt dans la moyenne élevée. Donc rien n'expliquerait dans l'employabilité ou dans les opportunités cet écart qu'on voit avec la moyenne européenne. Par contre, là où la France fait beaucoup moins bien, c'est en ce qui est les incitations au travail. Et donc le diagnostic est surtout que les incitations à participer au marché du travail sont beaucoup moins importantes en France par rapport aux autres pays européens. Je ne vais vous en parler que de 3, mais qui sont très révélatrices. La première, c'est la durée d'indemnisation au chômage pour les seniors par rapport aux personnes qui ne sont pas seniors. La deuxième, c'est le taux d'imposition que l'on a lorsqu'on choisit de prendre un emploi par rapport aux revenus que l'on pourrait avoir lorsqu'on est au chômage ou lorsqu'on est en inactivité. Et la troisième, c'est les passerelles qui mènent vers la retraite tout en étant inactif, qui n'existent pas dans d'autres pays européens. Donc la première, pour la durée d'indemnisation. Au cours des 20 dernières années, la plupart des pays européens ont choisi de dissocier la durée d'indemnisation de l'âge. La France n'a pas fait ce choix. Et donc, lorsque l'on regarde les durées d'indemnisation chômage, en France, à partir de 55 ans, vous avez le droit à 36, ou au moins avant la réforme de cette année ou de l'année dernière, les seniors avaient le droit, à partir de 55 ans, à 36 mois de durée d'indemnisation chômage, contre 24 au maximum pour les non-seniors. 36, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus que les non-seniors. Donc, il y a déjà eu des incitations. Et aucun autre pays européen, alors il y a très peu, pas aucun autre, il y a très peu de pays européens, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont des règles différentes pour les seniors en termes de durée d'indemnisation de chômage. Ça, c'est la première. Et 36, c'est 2 écarts types de plus en termes de mois que la moyenne européenne. La deuxième, c'est les taux d'imposition. Donc, c'est le revenu que l'on perd lorsque l'on prend un emploi et que l'on est lorsqu'on est au chômage. Si l'on prend l'exemple d'un couple de 56 ans, marié, sans enfants à charge,
avec les deux personnes, une des personnes du couple qui est au salaire médian. Si l'un des personnes, si le mari choisit d'avoir une rupture conventionnelle, il aura le droit donc à 36 mois d'indemnité chômage, qui ne commence à compter qu'à partir du moment où le départ, il y a un package de sortie lorsque vous avez une rupture conventionnelle. Donc vous avez, s'il a 10 ans d'ancienneté, ça fait 10 mois, plus les 36 mois de retraite, ça fait 46 mois. Et donc, si pendant ces 46 mois, il choisit de reprendre un emploi au salaire médian, 80% de ses revenus du nouvel emploi seront taxés par rapport par rapport aux revenus que le couple avait avant qu'il reprenne un emploi. Ces 80% sont à comparer à autour de 50% pour le reste des pays de l'OCDE. La France est, avec le Portugal à quelques points de pourcentage près, le pays qui taxe le plus le retour à l'emploi par rapport aux revenus d'inactivité. Donc ça, c'est un. Et la troisième grande désincitation, c'est par rapport à des données qu'on n'a pas en comparaison internationale, mais c'est qu'il existe une myriade de passerelles vers la retraite, sans passer par l'emploi. Donc, si à la fin des 36 mois vous n'avez toujours pas un emploi, vous pouvez continuer à cotiser de la même façon que quelqu'un qui a un travail à temps plein pour votre retraite. Et donc, les périodes de chômage non indemnisées, suite aux 36 mois, comptent de la même façon qu'un travail à temps plein pour une retraite. Ce sont des incitations à la reprise d'un emploi qui n'existent pas dans d'autres pays qui sont par ailleurs très protecteurs des personnes, comme des seniors, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, qui ont un niveau de protection de revenus des personnes qui est très élevé, mais qui ne donnent pas des désincitations à la reprise d'un emploi qui soient aussi fortes. Donc si je peux me permettre de choquer un tout petit peu, ce qui est surtout surprenant lorsqu'on regarde le cas français par rapport en données comparatives, ce n'est pas d'avoir un taux d'emploi si bas, c'est d'avoir autant de seniors qui travaillent au vu des désincitations. Et donc, pour finir mon propos, une des dernières choses que je voulais faire comprendre, c'est le taux de satisfaction au travail. La satisfaction au travail, partout dans tous les pays du monde, elle a tendance à baisser avec l'âge. Et cette satisfaction au travail, elle est très importante parce qu'elle prédit les démissions, les ruptures conventionnelles, et elle prédit aussi lorsque ce n'est pas possible de retrouver un emploi, lorsqu'il n'y a pas de mobilité possible, elle prédit le fait de sortir du marché du travail complètement. Et donc, la satisfaction au travail, c'est très important. Et comment favoriser le fait de maintenir en emploi les seniors? Il suffirait non seulement d'agir sur les désincitations, mais aussi agir sur les incitations, et agir sur la mobilité potentielle des seniors. Et là aussi, lorsque l'on compare les mobilités professionnelles, alors pas seulement pour les seniors, mais aussi pour les personnes entre 30 et 50 ans, on voit que la France a beaucoup moins de mobilité professionnelle que les autres pays. Et donc, si l'on voudrait maintenir les seniors en emploi, ce qu'il faudrait faire, c'est aussi favoriser les mobilités professionnelles et réfléchir, pour favoriser les mobilités professionnelles, à beaucoup d'entraves actuelles aux mobilités. Donc, on cumule des droits souvent lorsqu'on reste dans une entreprise. On cumule des droits qui sont spécifiques à la relation contractuelle avec l'entreprise. Et le fait de partir de cette entreprise, de chercher une mobilité, est souvent associé à une perte de droits. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on rend les séparations plus coûteuses et on rend la mobilité beaucoup plus coûteuse en France. Et donc, ce qu'il faudrait peut-être réfléchir, c'est un programme d'action qui pourrait définir les droits non pas au niveau de la relation contractuelle avec l'entreprise, mais soit au niveau de branche, ou alors dissocier ces droits qui sont cumulés avec l'ancienneté de la relation contractuelle bilatérale entre l'employeur et l'employé. Merci. Merci beaucoup.
Le temps est parfaitement respecté, Dimitris Mavridis. Je savais que voilà, il y avait un constat choc d'entrée de jeu. C'est très bien, le débat est lancé. On a quasiment une préférence pour le chômage des seniors en France, c'est ce que vous nous dites. Donc, je vais me tourner vers les entreprises maintenant, les chefs d'entreprise. Est-ce que vous partagez ce constat, on va dire macro, dans un premier temps? Il y a beaucoup de sujets. Il y a la question de la mobilité qui touche aussi à Déco. Il y a la question de qui paye, au fond, ces désincitations. C'est beaucoup l'État. Est-ce que on pourrait changer ça? Et puis, il y a les questions politiques. Pour Marc Ferracci, mais pour tout le monde. Est-ce qu'on est capable en France d'entendre ça et de faire des réformes? Est-ce qu'on a le pays qui s'y prête après ce qui s'est passé dans la rue? La parole à Alexandre Viros. 10 minutes. Merci beaucoup. J'appuie, pardon. Il faut qu'on appuie d'un côté, qu'on appuie de l'autre. Voilà, D'ailleurs, c'est une problématique de logique de vase communicant, comme quand on discute de l'emploi, il faut qu'on en sorte. Vase communicant, souvent, en se disant d'un côté, il y a les jeunes, ensuite, il y a les seniors, on traite un sujet après l'autre, mais c'est pas comme dans les fêtes foraines où, à chaque fois, vous savez taper comme ça et ça remonte par ailleurs. Sur le travail ou la part des seniors dans le travail, j'ai trouvé le propos introductif éclairant, parce qu'en fait, si je prends les entreprises, je pense qu'il y a un sujet qu'on aborde très mal, c'est celui de la démographie, et c'est celui de notre capacité à nous projeter dans l'avenir et de ce que c'est que les ensembles de collaborateurs avec lesquels on travaille. C'est paradoxal quand on est un patron d'entreprise, parce que finalement, on anticipe beaucoup mieux les changements technologiques que les changements sociaux, alors que c'est le cœur de ce que l'on fait. Si on prend la démographie, Sybille le disait au début, on a 60 000 naissances en moins par an depuis une dizaine d'années. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de toute façon moins de personnes sur le marché du travail, alors qu'on arrive dans un moment de pénurie importante. Et si on prend aujourd'hui les 25-49 ans, en gros, on est à peu près au niveau européen, on est à un niveau standard. Là où ça marchait pas très bien, c'est les jeunes, et beaucoup de choses ont été faites autour des jeunes, même s'il faut voir si ça dure et si c'est un retour à l'emploi positif, mais il semble que ça le soit. À l'autre bout du spectre, il y a les seniors, et vous avez dit beaucoup de choses sur la préférence française pour le chômage des seniors. Je ne veux pas ouvrir un débat dans le débat, parce que ce n'est pas l'objet du jour, mais il y a aussi toute la main-d'œuvre immigrée, qui est aussi un autre sujet, mais qui constitue aussi un réservoir d'activité. Mais je sais que ce n'est pas le sujet du jour, et l'idée, ce n'est pas de rouvrir une polémique ou une discussion potentiellement intense après une autre. Voilà, mais focalisons-nous sur les seniors. Je pense que, premièrement, il y a un déficit d'anticipation de la part des entreprises, et donc ça, c'est beaucoup lié au fait que les différentes politiques publiques que vous avez évoquées ont créé une acceptabilité sociale beaucoup plus importante pour mettre au chômage les seniors plutôt que de les conserver. À ça s'ajoute le fait qu'on regarde beaucoup trop le monde du travail en termes d'emploi, donc de postes à pourvoir, mais pas de trajectoire professionnelle. Pour les principaux intéressés, donc les travailleurs, les salariés, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes, dans un monde où l'ensemble de compétences pertinentes pour un métier donné devient obsolète au bout de 2-3 ans. Alors que dans les années 80, les analyses, mais même pour un métier de cariste, nous disaient que ces compétences-là restaient pertinentes pendant 30 ou 40 ans. Donc cette logique, en fait, qui est nécessaire, y compris pour les entreprises, de passer d'une logique d'emploi à une logique de trajectoire, on ne l'a pas complètement intégré, voire on ne l'a pas du tout intégré. Et ça, je pense que c'est un changement majeur. S'ajoute à cela, et c'est ce que vous disiez, ça je trouve que c'est intéressant, mais ça traduit aussi où en est la France. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur le marché du travail aujourd'hui devrait avoir 15 emplois différents au cours de sa vie. Donc, la génération qui me précède faisait sa carrière dans une entreprise, la mienne va avoir une carrière peut-être dans 3 ou 4 entreprises, celle qui suit 15 entreprises, et parfois, à un moment donné, et l'intérim est un poste d'observation intéressant pour cela, à un moment donné, va avoir potentiellement 2 ou 3 contrats de travail différents. Et pas que subis, il y a des fois où c'est subi, il faut l'adresser, mais aussi choisi. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons des intérimaires qui sont
des optimisateurs de leur propre temps, mais je dirais de manière positive. On cite les philosophes, Diderot, Groucho Marx, Schopenhauer disait que la vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais, donc certains l'ont compris, et pas de référence à la réforme des retraites, bien entendu. Donc, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que, en fait, c'est tout le carcan, tout le monde du travail dans lequel on vit, il a été construit autour des 30 Glorieuses, avec l'idée que toutes les protections et le statut de l'actif est lié à l'entreprise dans laquelle on se trouve. Et c'est ça qui est en train d'être fracassé aujourd'hui. Et c'est fracassé, mais simplement, on n'a pas les bons outils. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de brancher du 110 volts sur de 220 volts. Mais ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de tensions politiques. Donc ça, je pense que c'est un premier phénomène qui est évidemment important. Il faut le soutenir au niveau il faut l'observer sur le plan du diagnostic. Et ça veut dire que les entreprises doivent se projeter dans ce monde où il va y avoir des trajectoires de plus en plus complexes. Ça veut dire aussi que les entreprises doivent prendre leurs responsabilités en matière d'accompagnement d'une trajectoire tout au long de la vie. Avant d'être senior, on a été jeune, donc ça veut dire qu'il faut quand même l'anticiper, puis il y a même un entre-deux. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où l'entreprise aussi, dans le contrat social qu'elle a avec ses salariés, doit pouvoir assumer ce genre de moment. Et ça, c'est ce qui relève, je dirais, de la formation tout au long de la vie. Il y a une statistique qui est souvent effrayante, c'est que les seniors sont 2 fois moins formés que l'ensemble des salariés. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de démission collective et des entreprises et des seniors et peut-être même des pouvoirs publics à former des seniors. Okay ? Et donc ça pose une énorme difficulté. Donc on a des boîtes à outils qui ne sont pas inintéressantes en France, mais on ne les active pas assez. Troisième point, je pense que ça c'est plus nébuleux, mais ça aussi il faut qu'on le change, c'est l'état d'esprit des entreprises. C'est-à-dire que on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire un effort en direction des seniors, et pour autant, dans le recrutement, combien de fois je me retrouve encore avec des patrons d'unité, des recruteurs, des DRH qui me disent là, c'est pas vraiment le bon moment, le mauvais moment étant en gros la cinquantaine. Peut-être vous pouvez nous dire quel est le taux d'emploi des seniors à Adecco et si vous l'avez, s'il y a des filiales à l'étranger, est-ce qu'il est différent ? Et puis surtout, c'est des cols bleus. Adecco, c'est quand même de l'intérim, du travail temporaire. Alors, il y a de la pénibilité. Comment on amène à des reconversions ? Comment on forme au long de la vie pour changer, pour s'adapter au métier qu'on ne peut plus faire à partir de 60 ans ? Aujourd'hui, l'intérim est très consommateur et gros pourvoyeur d'emplois chez les jeunes. Donc la part de seniors est encore très faible. Elle est de 13%. C'est nettement inférieur à la population active. Pourquoi ? Parce que, ce que vous disiez, très col bleu, métier tremplin, et puis il y a des éléments de pénibilité. Pour autant, la part des seniors a augmenté, et ce qu'on a observé, c'est que les seniors avec lesquels nous travaillons, eux, font un bloc horaire, on raisonne de cette manière-là, beaucoup plus important que chez les jeunes. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une appétence à rester plus longtemps dans l'emploi chez les seniors qui recourent à l'intérim que chez d'autres. Enfin, il y a de plus en plus de possibilités. Une fois qu'on a quelqu'un qui est senior chez nous, notamment, alors je ne vais pas être trop technique, mais quand ces personnes-là vont avoir recours à ce qu'on appelle le CDI intérimaire, ça veut dire que c'est la société d'intérim qui emploie quelqu'un en CDI, mais qui le délègue, c'est le mot utilisé chez une entreprise utilisatrice au motif de l'intérim, cette fois-ci, on a plus de seniors, parce que ça offre la stabilité du CDI, donc la capacité de pouvoir anticiper un certain nombre de choses, et en même temps, ça donne la flexibilité des différents métiers. Donc c'est un peu ça que je pense que l'on peut apporter, c'est-à-dire un meilleur équilibre. Mais je crois beaucoup à la formation, au fait qu'on doit injecter ou intensifier nos efforts en matière de formation. Merci beaucoup. Un peu les mêmes questions, sauf que vous parlez de discrimination. C'est vrai que c'est pas un mot qu'on associe forcément à l'âge, alors que c'est un critère fondamental. Je crois même que c'est le premier critère à l'emploi aujourd'hui, l'âge.
Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sent bien qu'il y a les politiques publiques, les fameuses incitations ou désincitations, mais il y a tout un travail culturel, sociétal à faire aussi. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, et donc moi je suis directrice diversité, donc j'ai un prisme qui est un petit peu différent, mais tellement complémentaire parce que c'est tous ensemble qu'on travaille et c'est comme ça qu'on avance. Je vais pas revenir sur les chiffres qui sont alarmants, mais en tous les cas, on a tous conscience de ces données et je vais juste donner un chiffre. 68% des personnes seniors en France, donc de plus de 45 ans, se sentent discriminées du fait de leur âge. 68%. Je pense que là, tout est dit. Et je pense que personne n'a envie de se sentir discriminé à un moment donné dans sa vie. Et donc, il est essentiel d'en tenir compte et essentiel de travailler sur le sujet. Donc, quand on voit ça, quand on voit l'obsolescence des compétences, des tâches, les changements de métier, quand on voit que dans 7 ans, en 2030, 50% de la population en Europe aura plus de 45 ans. Quand on voit nos taux au sein du groupe L'Oréal, bien sûr, aujourd'hui on a 30% de personnes seniors au sein du groupe L'Oréal en France. J'ai des données françaises là ce matin. C'est essentiel de travailler sur ce sujet. Alors Sybille en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que c'est un sujet dont je suis particulièrement fière de ce qu'on a pu réussir à faire ensemble. Il y a un an, on s'est dit il faut partager, il faut unir nos forces entre entreprises et travailler ensemble sur ce sujet qui, oui, est un sujet qui est difficile. Oui, c'est un sujet qui est tabou. Dans certains, parfois, mais c'est important de l'adresser, c'est important de le travailler et ensemble, en partageant ce qui marche dans une entreprise ou aussi ce qui marche pas, parce que on peut apprendre de ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne pas dans une entreprise peut fonctionner dans une autre. Donc l'idée c'est de partager. On a signé donc cette charte d'engagement il y a un an et hier c'était un vrai plaisir de voir que sur les 32 premières entreprises, il y a à peu près 130 actions qui ont été mises en place. 15 nouvelles entreprises hier et on sait que hier c'était encore un nouveau départ pour travailler ensemble. Et sur cet acte d'engagement, nous chez L'Oréal, ça a été aussi un bon pas un point de départ, mais en tous les cas, c'est un moment où on a eu aussi un électrochoc. On s'est dit, il faut rassembler tout ce qu'on fait déjà. Et en rassemblant tout ce qu'on faisait déjà, on s'est aperçu qu'on faisait des choses, mais que des fois, on les oubliait. Il y a tellement de choses dans les entreprises, il y a tellement de sujets, que c'était important, en tous les cas, de les mettre, à les porter à connaissance de nos collaboratrices et de nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'en emparer. Donc, on a créé un programme il y a un an. On va célébrer les 1 an la semaine prochaine. Pourquoi on va les célébrer? Parce que c'est toujours l'occasion de reparler des sujets, de les remettre sur la table, de les remettre en évidence. On a créé un programme qu'on a appelé L'Oréal for All Generations, parce que pour nous et pour tout le monde, c'est pas à 50 ans qu'on va s'occuper des personnes qui ont 50 ans, 55, 60, 65. C'est tout au long de la carrière qu'il faut s'occuper des collaborateurs et des collaboratrices. Tout au long de la carrière qu'il faut s'occuper de leur employabilité, de la formation. On a beaucoup parlé de formation et on est convaincu que la formation est essentielle tout au long de la carrière. Et puis, on peut être également des personnes différentes à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 60, avec des aspirations différentes, avec des compétences également différentes parce que, par notre expérience également personnelle, par nos engagements associatifs, par évidemment des différents métiers qu'on va exercer, on acquiert de nouvelles compétences qui peut nous donner aussi d'autres envies professionnelles. Donc on a créé un programme qu'on a essayé de faire assez simple pour que nos collaborateurs et nos collaboratrices puissent également s'en emparer, parce que c'est pour eux qu'on l'a créé tous ensemble. Il y a 5 piliers. Et le premier, et je rebondis sur votre question, c'est la lutte contre les stéréotypes. Comment on peut travailler sur la lutte contre les stéréotypes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais revenir dessus. Le deuxième, c'est sur l'employabilité. Le troisième, c'est sur la santé. Le quatrième, c'est sur l'accompagnement, la transition vers la retraite, parce que c'est pareil, ça se prépare et ça s'anticipe. Et puis, l'après L'Oréal. Et je vais revenir donc sur le premier point, sur les stéréotypes. En fait, on est convaincu qu'il faut travailler tous ensemble, qu'il faut vraiment faire de l'intergénérationnel. Donc, ça a été également dans certaines formations, comme nos formations d'intégration. Toutes les personnes qui arrivent au sein du groupe ont 2 jours d'intégration pour connaître la culture, nos valeurs, l'ADN. J'en profite, moi, pour rappeler une tolérance zéro sur les sujets de la discrimination. Et c'était, la plupart du temps, des jeunes, parce que c'est vrai que L'Oréal est un groupe où on arrive souvent en début de carrière, après ses études, et on y fait toute sa carrière. Et donc maintenant dans ces formations, on a 20% au moins de personnes qui ont plus de 50 ans du groupe et qui vont venir passer ces 2 journées de formation, pouvoir parler également de leur expérience, pouvoir se rencontrer,
pouvoir travailler aussi ensemble s'il y a des questions. Et voilà, c'est un exemple. On a aussi refait. Alors, ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'était important. On a repris des photos. Je pense que sur la diversité, c'est important que sur toutes nos communications, on reflète nos collaborateurs, nos collaboratrices, qui on est, les personnes qui travaillent dans nos usines, dans nos centrales, dans nos sièges. Et donc, on a refait un shooting photo pour représenter les collaborateurs et les collaboratrices. Et nos collaborateurs, ce sont des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, en situation de handicap ou pas, de tous les âges. Et ce qui fait que j'essaye vraiment que visuellement, souvent dans nos PowerPoint, il y a des photos. On est très photos, nous. Dans nos galeries également, on fait des expositions, qu'on puisse voir qui on est, les lauréaliens, les lauréalianes. Et je suis convaincue que petit à petit, parce que ça prend beaucoup de temps, j'espère, en tous les cas, j'ai envie d'y croire, que ça va pouvoir faire bouger les lignes. Voilà, c'est juste quelques petits exemples sur tout ce qui va être intergénérationnel, mais c'est vraiment des sujets qui sont importants. Sur la santé, il y a ce bilan de santé plus de 45 ans. On fait un bilan maintenant dédié. C'est tout nouveau pour les femmes de plus de 50 ans et on va le mettre également systématiquement pour les hommes avec un bilan spécifique sur des sujets de santé comme la ménopause par exemple ou des recherches de certains cancers pour les femmes qui le souhaitent. En tous les cas, les accompagner dans tout ce processus de santé. L'employabilité, j'ai envie de dire le sujet qui est si important et je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément la même personne tout au long de notre carrière avec la formation. C'est un taux, on parlait tout à l'heure des données, c'est un taux qu'on suit, 84% des plus de 50 ans au sein du groupe sont formés, c'est un taux qui est essentiel. On croit beaucoup dans la formation de toutes et tous. On fait aussi un programme, par exemple, pour les personnes de nos usines, dans nos centrales, mais qu'on va déployer également dans les sièges sur tout ce qui est outils numériques. Et un petit clin d'œil, on s'est aperçu que certaines personnes n'osaient pas assister aux formations, aux outils numériques, parce que, en fait, c'était tabou de ne pas savoir. Donc, à partir de septembre, ce sera obligatoire. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de tabou. Tout le monde ira et tout le monde pourra être formé. Donc, j'ai envie de dire, c'est des petites actions, mais j'espère que ça va vraiment avoir des conséquences. Petite question aussi, on a parlé des cols bleus. Bon, il y a pas que de cas de sup à L'Oréal, j'en ai bien conscience. Non. Mais on pense davantage dans l'imaginaire à des gens qui travaillent dans les bureaux, qui sont avec des emplois plus qualifiés, avec plus d'études, et donc qui sont plus chers. Cette question-là, est-ce qu'on en parle ouvertement dans l'entreprise, cette difficulté pour la plupart des cadres supérieurs à retrouver un emploi à hauteur du salaire qu'ils avaient, ou même quand on est encore dans l'emploi, à bien sentir que c'est parfois un poids pour l'entreprise qui fait des arbitrages pour le plus jeune et plus offrant, si j'ose dire. Alors c'est un petit peu ce que je disais. En fait, au début, on a vraiment une politique de maintien dans l'emploi et de garder nos collaborateurs tout au long de la carrière. Et la plupart du temps, les gens font toute leur carrière chez L'Oréal. Ça commence seulement à changer. Moi, je suis arrivée en seconde partie de carrière chez L'Oréal et je fais partie vraiment d'une petite minorité. Ça a été vraiment, d'ailleurs, ça a été un rapport d'étonnement quand je suis arrivée dans le groupe, qui est un groupe que j'ai découvert. Donc, on va vraiment faire très attention à l'employabilité. On parlait tout à l'heure de mobilité. La mobilité est essentielle parce que on peut tous avoir envie de faire d'autres choses. On a toujours envie d'évoluer. Qu'on ait 50, 52, 55, 58 ans, on a tous envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur la mobilité. Je vous parlais de ce programme L'Oréal for All Generation qu'on a lancé il y a 1 an. Là, on va célébrer les 1 an la semaine prochaine, pendant 4 jours, pour réexpliquer et donner des premières informations et des premiers chiffres à nos collaborateurs et nos collaboratrices. Et là, on vient de créer ce groupe pour travailler beaucoup plus sur la mobilité, qui est plus longue, mais c'est aussi des postes qui sont plus experts. Mais il y a quand même une mobilité, entre 2 mobilités, une durée qui est un peu plus longue. Donc, on est en train de mettre en place un groupe de travail. Et j'espère pouvoir vous dire dans 1 an que ça aura porté ses fruits. D'accord. Bon, L'Oréal, bon élève. Pas beaucoup de ruptures conventionnelles, manifestement. On surveille. Bon, on a le législateur. Pour terminer, vous êtes parfaitement ponctuel. C'est parfait. On aura le temps de discuter avec la salle. Il y a beaucoup de sujets. Il y a le retour des seniors dans l'emploi, il y a le maintien des seniors dans l'emploi, la préférence pour le chômage, cette histoire de rupture conventionnelle qui manifestement facilite la petite passerelle chômage jusqu'à la retraite. Et puis il y a l'assurance chômage qui a déjà été réformée. J'imagine que ça serait compliqué de le refaire. Qu'est-ce que vous proposez ? La loi travail, donc, c'est pour début 2024. C'est la promesse de remettre les choses à l'endroit après les retraites.
Merci beaucoup, merci à tous et merci aux organisateurs, en particulier à ma collègue Astrid Panosyan-Bouvet de cet événement. Je pense que c'est très, très utile, très, très éclairant de confronter les points de vue. Le constat, c'est que, au fond, il y a des questions de règles qui ont un impact sur l'emploi des seniors. Il y a des questions de culture d'entreprise, culture des pouvoirs publics aussi à l'égard des seniors. On a besoin d'analyser, de déplier un petit peu ce que sont les effets des règles et aussi de s'interroger sur la manière dont on peut agir sur la culture. S'agissant des règles, vous l'avez dit, Myriam, il y a deux questions qui sont un petit peu distinctes, même si elles interagissent. Il y a la question du maintien dans l'emploi et il y a la question du retour à l'emploi des seniors. S'agissant du maintien dans l'emploi, pour être très direct, ce qui a le plus d'effet sur le maintien dans l'emploi des seniors, sur leur taux d'emploi, je parle des 59-64 ans, c'est l'âge de départ à la retraite, articulé, et c'est très important de l'avoir en tête, avec les règles de l'assurance chômage. Lorsqu'on a fait la réforme de la retraite en 2010, lorsqu'on a repoussé l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, à l'époque, la filière senior existait déjà, donc vous aviez droit à 36 mois d'indemnisation, et venait d'être introduite la fameuse rupture conventionnelle. Qu'est-ce qu'on a constaté à ce moment-là ? On a constaté que 3 ans avant l'âge légal, à 60 ans, eh bien, un pic de rupture conventionnelle intervenait. Ça veut dire qu'on mettait des gens de 57 ans massivement en pré-retraite grâce au dispositif de la rupture conventionnelle. Ensuite, quand l'âge légal s'est déplacé de 60 à 62 ans, eh bien, ce pic s'est lui aussi déplacé de 57 à 59 ans. Et c'est quelque chose qu'on observe encore dans les données. Donc, il faut déjà partir de ce constat que les règles de l'âge légal et les règles de l'assurance chômage interagissent. C'est une réforme déterminée, efficace en matière d'emploi des seniors, doit penser ces règles de manière conjointe. Ça, c'est un élément très important. Et je me permets de glisser ici des éléments de calendrier ou de réflexion sur ce qui peut advenir dans les prochains mois sur ces sujets-là. Les partenaires sociaux vont avoir à négocier, d'une part sur l'emploi des seniors. Ils ne sont pas encore formellement lancés dans la négociation, mais la Première ministre leur a proposé de faire une négociation interprofessionnelle sur l'emploi des seniors. Et moi, il me semble que cette négociation sur l'emploi des seniors gagnerait à s'articuler étroitement avec une autre négociation qui doit elle aussi avoir lieu, c'est la négociation d'une nouvelle convention d'assurance chômage. Et donc, il faut penser le sujet de manière globale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, puisqu'on a parlé d'incitation, moi je souscris évidemment, parce que j'ai un tropisme un peu économiste de profession, à ce qui a été dit sur les problèmes d'incitation au retour à l'emploi, d'incitation pour les personnes. Mais il y a aussi un sujet d'incitation pour les employeurs. Et on a eu à débattre de ce sujet de manière assez approfondie dans la réforme des retraites et dans les débats un peu éruptifs qu'on a eus dans l'hémicycle. Question simple, est-ce qu'on sait mettre en place un système qui incite financièrement les employeurs à maintenir les seniors dans l'emploi? C'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a eu des amendements durant le débat sur les retraites qui ont par exemple proposé de conditionner les exonérations de charges sociales, les aides diverses au maintien dans l'emploi des seniors. Les conditionner au fameux index senior que l'on a souhaité mettre dans la réforme et qui a été finalement retoqué par le Conseil constitutionnel parce que c'était un cavalier législatif. Je pense qu'il faut qu'on remette sur le métier cette réflexion autour des incitations pour les employeurs. Et moi, j'ai une proposition à faire sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de participer à la mise en œuvre d'un système de bonus-malus à l'assurance chômage. Un bonus-malus qui avait vocation à limiter l'utilisation des contrats courts. On aura bientôt de premières évaluations de l'impact de ce système, mais il serait possible de faire évoluer ce système de telle sorte qu'il donne une incitation aux entreprises à maintenir en emploi des seniors. Par exemple, en tenant compte de ce que coûte le fait de faire une rupture conventionnelle sur un plus de 50, plus de 55 ans, de faire un licenciement sur un plus de 50, plus de 55 ans à l'assurance chômage. On a un système qui existe. Moi, je préconise de s'appuyer sur ce qui existe pour le faire évoluer de manière intelligente. Mais, évidemment, à ce stade, cela n'engage que moi. Mais il faut quand même avoir en tête cette question des incitations du côté des employeurs. Ça, c'est un élément, je pense, très important. Ensuite, il y a la question du retour à l'emploi. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui passent par la case Pôle emploi, demain France Travail, je fais un petit peu de retape pour le futur service public de l'emploi, comment on fait pour que les gens retrouvent un emploi plus facilement ? Là aussi, les règles et la culture
interagissent. Est-ce que les entreprises, vous l'avez dit, ont suffisamment d'appétence pour les seniors? Il est permis d'en douter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre Olivier Dussopt a annoncé il y a quelques semaines le lancement d'un testing à l'embauche sur l'emploi des seniors. Et là aussi, je fais un petit peu de retape, puisque dans quelques minutes, je vais déposer une proposition de loi qui vise à amplifier les pratiques de testing en matière de discrimination tous azimuts, mais qui pourra s'appliquer notamment à l'emploi des seniors. Je pense que ces questions sont importantes parce qu'on a besoin de sensibiliser les employeurs, on a besoin de faire évoluer les mentalités, on a besoin d'échanger sur les bonnes pratiques. Et ce type d'outil n'est évidemment pas limitatif, mais peut être utile. Comment est-ce qu'on permet le retour à l'emploi des seniors ? La question de l'incitation financière à reprendre un job, elle est très importante. Effectivement, aujourd'hui, les règles de l'assurance chômage ne donnent pas vraiment cette incitation. Il y a une réflexion qui est en cours, qui a d'ailleurs été annoncée dans le cadre de la réforme des retraites, sur comment est-ce qu'on permet à des gens qui sont arrivés au chômage en haut de leur carrière salariale, parce que c'est une caractéristique du modèle français, on progresse beaucoup à l'ancienneté, et qui ont donc des exigences salariales, c'est normal, qui sont assez élevées. Vous avez un niveau de vie, vous avez un appartement à payer, vous avez des enfants qui font des études, et qui sont confrontés à ces fameux salaires médians, c'est-à-dire les offres du marché du travail que leur propose Pôle emploi. Il y a une décote à reprendre un job quand on a 50-55 ans qui est assez fréquente. Il faut compenser cette décote, et là, il y a au fond deux options. Il y a une option qui consiste à s'appuyer sur un système qui existe déjà au sein de l'assurance chômage qui s'appelle l'activité réduite. Ça consiste concrètement à cumuler l'assurance chômage avec un job. Aujourd'hui, quand vous cumulez, on vous prend une partie de votre allocation chômage. Vous ne pouvez pas cumuler à 100%. Mais il serait possible, je crois que c'est ce sur quoi le ministère du Travail réfléchit en lien avec les partenaires sociaux, il serait possible de rendre ce cumul plus incitatif pour les 50 ans ou les 55 ans et plus. C'est une option. Moi, je préconise quelque chose d'un peu différent. Pourquoi ? Parce que, au fond, ce qui est important quand vous entrez au chômage, c'est d'être très actif dans les premiers mois de votre période de chômage. On sait que quand on passe 6 mois, 1 an au chômage, la probabilité de retrouver un job, elle diminue. Et il se trouve que, les chiffres le montrent assez bien, elle diminue encore plus quand vous êtes au-delà d'un certain âge. Alors à quoi ça ? Comment ça s'explique ? C'est peut-être un effet de signal négatif pour les employeurs. Ils voient sur votre CV un trou d'1 an, 1 an et demi de chômage, et ils se disent « Oh là là, 55 ans ». Et ça, c'est quelque chose contre quoi il faut lutter. Moi, ce que je préconise, c'est de donner une plus forte incitation à reprendre un job au début de l'épisode de chômage. Et en particulier, on pourrait atteindre cet objectif en donnant une prime de reprise d'emploi à la personne qui est au chômage, qui soit calculée comme une proportion… Payée par l'État ? Payée par l'assurance chômage. J'y viens, qui soit une proportion des droits à l'assurance chômage restants. Ça veut dire que si vous prenez un job dès le premier jour de votre période de chômage, eh ben vous calculez la prime sur tout ce qui vous reste. Et donc la prime est importante. Si vous prenez un job au dernier jour, la prime, elle est forcément, elle ne vaut plus rien. Ça donnera une incitation à être très actif dans les premières semaines et les premiers mois de l'épisode de chômage. Et je pense que c'est un élément important parce que ce que les économistes appellent la dépendance de durée, c'est un peu jargonnant, mais c'est l'idée que la probabilité de retrouver un job dépend de la durée passée en chômage, eh bien, c'est un problème qui est particulièrement prégnant pour les 50 ans et les 55 ans et plus. Donc voilà sur le volet des incitations. Puis, je ne veux pas déborder, je ne veux pas être le seul qui déborde. Il reste 2 minutes. Donc, au-delà des incitations, au-delà de l'action sur les règles, il y a cette action sur la culture. Moi, mon sentiment, mais ça a été dit de manière assez claire auparavant, c'est que ce qui nous distingue d'un certain nombre de pays de l'OCDE, c'est que sur les enjeux d'emploi des seniors, mais aussi plus largement sur les enjeux de qualité de vie au travail, sur les enjeux de gestion de l'usure professionnelle, nous avons un handicap qui est que le dialogue social en France, au niveau des entreprises, et je parle en moyenne, évidemment, il y a des exceptions, est globalement lacunaire. On a un dialogue social qui est plus conflictuel qu'ailleurs. On a un dialogue social qui n'embrasse pas tous les sujets. Vous avez parlé de la formation. Alors, moi, je suis moins optimiste que vous sur la capacité à former des seniors, parce qu'il y a un truc assez simple. C'est que former quelqu'un qui va rester 3 ans, 4 ans dans l'entreprise, c'est beaucoup moins rentable. Et donc là, l'incitation à former et à financer la formation est plus faible. Donc c'est assez logique de constater que la formation des seniors est moins importante. Mais néanmoins, la question de la formation est un sujet sur lequel, de mon point de vue, il n'y a pas assez de dialogue social. Moi, là aussi, je balance mes propositions au fil de l'eau. Je milite pour que les enjeux de formation fassent l'objet dans les entreprises d'une véritable négociation et pas simplement d'une information-consultation des partenaires sociaux. C'est notamment le cas du plan de développement des compétences. Bon.
Mais au-delà, il faut que sur l'emploi des seniors, sur l'anticipation, vous l'avez très bien dit, on a des lacunes, il y ait du dialogue social. C'était d'ailleurs le sens des amendements que la majorité a déposés dans le cadre de la réforme des retraites autour de l'index senior. C'était les entreprises qui ont un index trop faible ou qui ne progressent pas assez doivent négocier des accords. Je pense que le dialogue social doit être revitalisé autour de ces sujets. Ça nous emmène vers des questionnement très intéressant et très profond sur comment on revitalise le dialogue social dans notre pays. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je pense que dans les pays qui ont rendu acceptable des réformes des retraites plus dures que les nôtres, en Suède par exemple, où on travaille jusqu'à 70 ans, eh bien, il y a ce dialogue social, il y a ces entreprises dans lesquelles on négocie depuis des années sur l'ergonomie des postes, sur la qualité de vie au travail, sur les horaires. Il faut qu'on arrive à réfléchir aussi en fonction de la qualité de notre dialogue social pour l'améliorer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, voilà, le débat est très rigoureux et avancé. Vous avez des propositions extrêmement concrètes. Merci pour ça. Peut-être, moi, j'ai une question de précision. Cette prime de reprise d'un emploi pour inciter à aller vite et à utiliser ces premiers mois de chômage pour revenir dans l'entreprise, elle est financée comment ? Elle est financée comme une proportion du capital de droit à l'assurance chômage. Vous vous inscrivez à l'assurance chômage, vous avez, mettons, 27 mois, si vous êtes senior, et plus 36, puisqu'on a fait cette réforme, qui représente, mettons, 50 000 euros, la prime peut être, par exemple, de 10%, 20%, et dans ce cas-là, on vous verse, au moment où vous reprenez un emploi, et en général, on verse un deuxième montant au moment où vous êtes encore en emploi pendant 6 mois après, parce qu'il faut éviter des effets de contournement. C'est des choses qu'on fait assez bien. Donc sans impôt supplémentaire. Non, sans impôt supplémentaire. Et ça peut être gagnant pour l'assurance chômage, parce qu'encore une fois, des gens qu'on laisse entre guillemets, livrés à eux-mêmes au début de leur épisode de chômage et qu'on n'accompagne pas toujours bien, c'est souvent des gens qui vont au bout de leurs 27 mois ou de leurs 36 mois. Et ça coûte très cher. Donc en réalité, même si on prélève un petit peu du capital de droit pour la prime, à la fin, ça peut être gagnant pour l'assurance chômage. Merci. Déjà, les chefs d'entreprise, est-ce que ce sont des propositions que vous attendiez ? Comment vous réagissez ? Et puis peut-être dans la salle aussi, des questions. Vous voulez dire un mot, Alexandre Giros ? Alors, peut-être d'abord les chefs d'entreprise et puis ensuite la salle. S'il y a des partenaires sociaux dans la salle, je suis preneuse aussi, ça peut être intéressant. Je veux bien juste répondre à ce qui a été dit. D'abord, il faut aussi... faut voir d'où on part, parce que faut pas qu'on soit trop politiquement correct sur ce sujet-là. En France, il y a quand même... c'est une impasse. Tout à l'heure, vous parliez de cette falaise. Je pense qu'il faut remonter la montagne et c'est très difficile en France parce que la réalité, c'est que si vous faites la sociologie un peu à la va-vite des recruteurs et des patrons, derrière tout ce qu'on dit, là, on est tous d'accord, mais en réalité, passé 45 ans, on se pose des questions. Passé 50 ans, ça devient un problème. Et à 55 ans, c'est devenu impossible parce qu'on considère que les personnes sont comme des yaourts et qui sont périmées, arrivées à cet âge-là. Donc ça, c'est quand même toute une façon de voir le monde qui a été installée depuis une quarantaine d'années qu'il faut complètement revoir. Deuxièmement, vous l'avez dit, ça c'est un sujet, c'est quand même un sujet qu'un recruteur a en tête, c'est que dans le contrat social français, avec l'expérience, vous gagnez plus, donc vous coûtez plus cher du point de vue de l'entreprise. Donc ça c'est un deuxième sujet qu'il faut bien avoir en tête. Et troisièmement, dans les évolutions de carrière, c'est intéressant parce que vous revenez sur col blanc, col bleu, col blanc, col bleu, mais la réalité c'est que dans l'évolution de votre carrière, col blanc, en fait, vous avez deux façons de progresser. Et là, c'est naturel pour l'entreprise, c'est le management ou l'expertise. Tous les autres, dehors. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a tous les cols bleus qui sont un petit peu considérés comme une masse qu'on oublie. Et c'est là qu'il faut, je pense, tout changer et tout revoir un peu dans le logiciel. Il y a beaucoup de choses alors, qui ont été dites, donc c'est paradoxal parce que moi, personnellement, j'ai pris position pour un index senior, déjà, ce qui était un peu hétérodoxe dans le monde patronal, parce qu'on disait, parce que vous savez, enfin, souvent dans le monde patronal, on dit moins d'ennuis et puis moins de taxes, enfin, ça se résume à ça. Mais si vous voulez, et c'est vrai, je veux moins d'ennuis et moins de taxes, je tiens à être précis, mais je pense qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas,
et parfois on mesure plein de choses dont on n'a rien à faire. Et là, je pense que c'est important de le mesurer. Et c'est pas une usine à gaz à mesurer, en fait. Ça a été un peu la première chose. Donc ça, je pense qu'il faut le faire. Deuxième chose, quand vous dites bonus-malus, pareil, je veux dire, moi j'adore avoir mon bonus, je suis un peu triste quand j'ai un malus, et je pense que ça aussi, ça crée de l'incentive. Il ne faut pas se raconter de bêtises, parce qu'à un moment donné, changer une culture, ça ne va pas venir simplement avec une espèce de discours guimauve pour se dire qu'il faut faire plus, parce qu'on se rend compte, on se réveille en se disant, bah tiens, finalement, il y a un tiers des gens qui vont avoir plus de 60 ans. Et le troisième point, c'est en fait, sur cette question un peu de vie, c'est... 55 ans, c'est trop tard. Je comprends ce que vous disiez sur la formation, c'est sans doute trop tard. Moi, je plaide pour une sorte de check-up professionnel et plutôt à 45 ans qu'à 55 ans. Je le vois avec beaucoup de mes clients. Et dans les carrières pénibles, même plus tôt. Parce qu'en fait, quand c'est trop tard, vous avez des biais. En banque, par exemple, vous vous préoccupez à 55 ans, c'est trop tard pour vous préoccuper de votre retraite, et à 45 ans, c'est un peu déprimant, donc vous voulez pas penser à ça. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, bon, bah voilà, pareil pour la santé. Donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on pousse. Allez, on donne la parole à la salle. Madame, vous vouliez dire un mot? Merci beaucoup, Delphine Gouchot. Alors moi, je suis pas du tout concernée par tout ce que vous avez dit, mais peut-être que je connais pas la France. J'ai ni retraite ni chômage. J'ai 57 ans. Et on a oublié un sujet, mais on va en parler probablement plus tard. Les algorithmes prennent pas mon CV. Et j'ai proposé, et Monsieur Ferracci avait eu l'honneur, la gentillesse de me recevoir. C'est le premier qui avait vu mon projet sur l'alternance pour les seniors, et maintenant avec Madame Panossian-Bouvet. Parce que je pense, et le mot, il me semble, n'a pas été prononcé de la réunion, qu'il y a l'envie, la passion et la transmission. Et Monsieur Ferracci, avec tout le respect que je vous dois, moi je pense que quel que soit l'âge, on peut apprendre, parce qu'une fois qu'on a appris, on va transmettre. Moi je suis mentor dans des incubateurs, et ce sont les jeunes qui viennent vers moi pour que je leur apprenne des choses au même titre que eux m'en apprennent. Donc on est dans la formation inversée. Donc il y a la réalité des choses et ce que vous voulez dire. Mais l'IA et la mentalité, moi il y a un DRH du CAC 40 qui m'a dit: Delphine, je veux bien vous recruter, mes managers de 40 ou 45 ans, ils veulent pas de vous. Au revoir. Voilà. Et moi, j'ai pas le temps d'attendre la prochaine génération. Mon propos n'est absolument pas de dire qu'on ne peut pas apprendre au-delà d'un certain âge. Mon propos est de dire que les employeurs n'ont pas d'intérêt à investir dans la formation au-delà d'un certain âge. C'est très différent et ça rejoint votre propos. Moi, je pense qu'il y a un sujet de représentation et de discrimination qui passe parfois par les algorithmes. C'est la raison pour laquelle je pense que le sujet du testing, le sujet d'une manière ou d'une autre du contrôle des employeurs sur ces questions-là est un sujet sur lequel on doit avancer. Je suis administrateur représentant les salariés au sein du groupe La Poste et vice-président sur le dialogue social sectoriel. Juste sans aucune polémique, monsieur le député, je pense que dans les pays du nord de l'Europe, on prend plus de temps pour pouvoir négocier les choses et on passe pas par des projet de loi de finances rectificative, mais c'est voilà, avec le sourire, et c'est une petite parenthèse. Il y a deux questions en fait qui me sont venues en vous écoutant. La première, c'est en effet la place des organisations syndicales dans les entreprises et la transformation du dialogue social via le CSE, qui finalement a eu comme conséquence, me semble-t-il, une déconnexion de plus en plus importante entre les sujets qui sont abordés dans l'entreprise et ce qui se passe en vrai sur le terrain et notamment dans les grands groupes, avec une perte en ligne, sans rentrer dans les détails, mais sur des représentants de proximité. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir sur cette réforme. Et puis autre chose, un deuxième point, on le voit dans les entreprises, l'unité de lieu et l'unité de temps. C'était le temps passé. Alors moi, je suis plus un junior, je suis pas encore tout à fait un senior, mais en tout cas, je vois que les entreprises changent et l'accélération Covid a eu un effet disrupteur et parfois même salvateur dans un certain nombre d'entreprises. Et on considère l'entreprise avec deux biais liés à l'âge et liés au statut, c'est-à-dire qu'on considère que l'entreprise, c'est aujourd'hui uniquement des salariés. On le voit dans les entreprises de plus en plus et surtout chez les cadres de plus de 45 ans, etc., sur l'émergence des slashers, c'est-à-dire des personnes qui sont en activité salariée et qui ont une petite activité d'indépendance.
voir des seniors qui quittent l'entreprise pour devenir indépendants, freelance, etc. Je pense que, et vous n'avez été, enfin, je l'ai pas entendu, je pense qu'on a oublié de parler de l'envie, de l'enthousiasme dans le travail, de ce qui fait sens aussi entre ce que je fais dans l'entreprise et ce que me dit l'entreprise, notamment les entreprises à mission. Donc voilà, peut-être un volet sur l'enthousiasme. Merci, on va prendre 2 autres questions. Pour avoir été longtemps psychiatre dans des commissions d'invalidité, il me semble que ce que monsieur vous évoquiez du trajet est fondamental, car on parle de ceux aussi qui n'ont plus envie de travailler, de ceux qui sont déprimés en arrêt de travail. Et je crois que tout ce qui se passe actuellement, il me semble, doit viser à ce que, comme madame le disait, aux grands problèmes, les petits moyens, c'est fondamental de redonner une petite possibilité d'un petit changement à tous ceux qui sont en difficulté. Car n'attendez pas que quelqu'un qui est déprimé fasse des demandes de travail dans des conditions difficiles. Je crois que c'est fondamental de prendre des petits moyens pour redonner cette appétence et ce réinvestissement du travail. Merci. Merci, madame. Oui, premier commentaire, et je pense qu'on pourrait parler un peu plus positivement des personnes qui ont plus de 45 ans de façon générale. Ça aiderait peut-être à moins justifier leur écartement du monde du travail. Parce que quand on parle de l'absence de motivation, l'absence de compétences, au contraire, on apporte connaissance, compétences, engagement, des choses qu'on ne trouvera peut-être pas ailleurs. Donc, soyons un peu plus positifs sur ces profils-là. La deuxième chose, c'est qu'on peut se cacher derrière son petit doigt autant qu'on veut. Je pense qu'un des premiers critères, c'est les questions d'argent. Donc, si on pouvait arrêter d'entendre que gagner 4 000 € en France, ça fait de nous des gens riches, peut-être que ça aussi résolverait la question. On ne travaille pas pour gagner le SMIC. Le SMIC, ça a été mis en place pour éviter les abus à la baisse. C'est pas le salaire de référence des employés. Donc, voilà, un plus gros travail sur les salaires qui sont mérités. Parce qu'il y a des compétences derrière. C'est ce qu'on vend. En fait, moi, je vais mettre les 2 pieds dans le plat. Moi, je pense qu'en fait, en France, on a un problème avec le recrutement. On a un problème dans notre manière, en fait, de regarder les gens de manière générale. Donc là, on fait un focus sur l'âge. Mais moi, je suis désolée, moi, je suis noire. Donc c'était quasiment foutu d'avance. Heureusement que je me suis pas découragée. Et je crois que notre vraie bataille culturelle, en fait, c'est là-dessus qu'on doit l'amener. Parce que honnêtement, en France, le travail c'est déprimant, le travail c'est pénible. À 45 ans, patienter jusqu'à la retraite, c'est la mort. Un collaborateur qui a plus de 45 ans, qu'est-ce qu'on va en faire? Non mais que les ressources humaines s'occupent de leur people, en fait, et n'attendent pas l'âge fatidique, 45 ans, 50 ans. Mais voilà. Et en France, en fait, moi, j'ai travaillé dans les ressources humaines, donc je connais très bien. On a une majorité de travail. C'est-à-dire, pendant 18 ans, un individu connaît une forme d'âge d'or, et après, c'est la mort. Donc, il faut qu'on arrête. Merci beaucoup. On s'arrête déjà là, puis on essaye de reprendre une dernière salve avant de passer à la table ronde. Marc Ferracci, il y a la détresse au travail, la déprime, les problèmes de recrutement. Je vais vraiment pas répondre à toutes les questions, juste répondre à monsieur sur l'interpellation autour des CSE, parce que je pense que c'est une question très 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 importante. Je ne saisis pas la perche de votre taquinerie sur la méthode autour de la réforme des retraites. Je pense qu'on n'a pas envie de rouvrir le débat ici. Non, sur les CSE, moi je trouve que ce qu'on s'est dit aujourd'hui justifie au fond et donne quelques arguments supplémentaires à l'idée de cette fusion des instances, c'est-à-dire à l'idée de traiter tous les problèmes en même temps. On ne peut pas déconnecter les problèmes d'usure professionnelle, de pénibilité au travail, du sujet de l'emploi des seniors, qui lui-même est un sujet qui s'articule à la stratégie économique de l'entreprise, qui lui-même s'articule à la question de la formation. Tous ces sujets ont besoin d'une approche globale. Et c'était ça le sens de la fusion des instances et de la création des CSE. Donc moi, j'assume très bien, parce que j'ai aussi un peu participé à la rédaction des ordonnances travail, cet aspect-là. Ensuite, qu'il faille débattre sur les questions de formation des élus des CSE, sur la manière dont on les accompagne mieux dans la prise en compte de ces différentes thématiques et problématiques. Ça, moi, j'y suis tout à fait favorable et je pense qu'il y a d'ailleurs des réflexions en ce sens. Mais je voulais quand même dire ça parce que c'est important d'avoir une vision globale des sujets.
Alors Thomas, peut-être sur ce discours qui doit changer. Oui, c'est en fait, j'étais contente de l'entendre parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment insisté dessus, mais c'est un point pour moi extrêmement important. Et dans mon frame sur la diversité, c'est en fait créer un environnement qui soit inclusif, qui soit respectueux, qui soit authentique. Et ce que j'essaie de mettre, évidemment, je suis pas du tout toute seule à porter ces sujets. Moi, j'ai vraiment l'angle diversité, mais je travaille évidemment avec mes DRH. Enfin, voilà, c'est vraiment des projets globaux et transversaux. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit travailler aujourd'hui, et également avec les autres entreprises. Un petit clin d'œil parce que je travaille beaucoup avec le groupe ADECO, avec mon homologue chez ADECO, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour créer ces environnements de travail inclusifs et respectueux. Et effectivement, vous avez raison. Moi, les gens que je croise, alors chez L'Oréal ou dans d'autres entreprises, à 45 ans, à 50, à 55 ans, je les vois avec l'envie de travailler. Je les vois heureux, sauf quand ils se sentent discriminés, en fait. Donc, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Et encore une fois, je rejoins, c'est des petites actions, mais pour moi, c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Par exemple, on a tourné des très courtes vidéos sur la carrière, où chacun raconte sa carrière. C'est-à-dire qu'on met entre guillemets à l'honneur, parce qu'en fait, c'est même pas mettre à l'honneur, c'est juste on raconte les histoires de personnes qui ont 55, 58, 60 et qui nous racontent leur carrière dans le groupe. Ce qu'ils ont fait, la possibilité d'avoir fait plusieurs métiers, la possibilité de changer. Alors, tout le monde ne pourra peut-être pas, et j'ai aussi envie de dire, des fois, il faut s'en donner les moyens, des fois, il faut frapper à la porte des RH pour leur dire, j'ai envie de faire autre chose, est-ce qu'on peut regarder ensemble les formations, qu'est-ce qui existe? Mais voir ces films, voir ces témoignages, faire des conférences aussi en interne ou inter-entreprise pour dire, voilà, il n'y a pas une seule carrière, mais autant de carrières qu'il y a de personnes. Si on accompagne bien les gens, si les gens savent nous dire ce qu'ils ont envie de faire, et voir comment on peut être heureux, c'est essentiel. Et il y a autre chose sur lequel je pense qu'il faut appuyer, parce qu'on a parlé donc des discriminations, on a parlé de l'âge, et j'ai envie de vous dire, vous parlez 2 minutes de tout ce qui est intersectionnalité, parce qu'on sait, plus on vieillit, plus il peut y avoir l'apparition de handicap. Donc, comment on accompagne les gens en situation de handicap ou des jeunes personnes qui ont des personnes qui ont un handicap jeune. On sait qu'à un moment, ça peut s'aggraver. Donc, comment on les accompagne? J'ai aussi envie de parler des femmes de plus de 45 ans parce que souvent, les femmes sont considérées comme vieilles plutôt que les hommes. Et donc, c'est très, 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 très dur dès qu'on a 45 ans de retrouver un travail. Je fais un petit clin d'œil à une assoce que je trouve fabuleuse, dont Sybille connaît très bien et qu'elle porte, Force Femmes. Je trouve qu'on devrait tous aller écouter cette association parce que on entend des choses extrêmement intéressantes et ça donne envie de se retrouver les manches et de travailler encore 2 fois plus sur ces sujets pour essayer de faire avancer le sujet. Et les aidants, tout à fait. Et ça aussi, c'est important dans l'entreprise pour avoir une place où on respecte et on accompagne nos collaborateurs, c'est d'avoir une politique pour les aidants. Attention, on peut être aidant jeune aussi, donc pour pouvoir accompagner les aidants pour qu'ils puissent au mieux cumuler leur rôle d'aidant et leur travail dans l'entreprise et venir le matin bien comme ils sont, sans déjà avec de grosses difficultés. On va prendre une nouvelle salve de questions. Monsieur, madame et mademoiselle, peut-être, ou madame. Allez-y, 4. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour vos interventions. Donc, moi, je m'appelle Claude Varret. Je suis membre en état administrateur de Hedge Platform Europe qui lutte contre toutes les discriminations liées à l'âge, contre l'agisme en général. Je suis président de la Fédération interrégionale pour le développement d'emplois seniors et j'ai une start-up de l'économie sociale et solidaire qui aide des seniors à retrouver des jobs dans les start-up en développement. Alors, j'ai moins une question qu'une proposition. On a beaucoup parlé, il y a des éléments très positifs sur le retour à l'emploi, par exemple, de Marc Ferracci. Je trouve ça très bien. Il faut que le retour à l'emploi se fasse le plus rapidement possible et c'est une bonne incitation. Mais je pense que le principal problème qu'on a, c'est un problème culturel. Pour changer les problèmes culturels, il faut communiquer. Donc moi, je suis quand même partisan en complément d'avoir une campagne de communication qui d'ailleurs prenne en compte l'ensemble des stakeholders. Parce que toute la population française, puisqu'on est en France en l'occurrence, est concernée par ce retour à l'emploi des seniors. N'oublions pas qu'on a un taux de participation à l'emploi qui est de 75% au lieu de 78%, et 3 points d'écart, c'est lié à l'emploi des jeunes, au manque d'emploi des jeunes et au manque d'emploi des seniors. Et si on arrive à to bridge the gap, enfin si on arrive à faire le lien, on va gagner beaucoup de produits intérieurs bruts et je pense que ça sera pour tout le monde. Merci. La revanche des seniors par une grande campagne des entreprises aussi, pas forcément de l'État. Alors, j'avais dit, je sais plus, monsieur, allez-y. Bonjour, Grégory Azoulay. Alter Senso, je suis conseil pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'engagement. Alors, je voudrais pas parler non plus de la discrimination des cheveux blancs. J'ai débuté tôt et donc c'est visibilité, mais voilà. Plus globalement, je voudrais attirer l'attention sur un sujet. Vous avez parlé aussi de l'économie sociale et solidaire. C'est 10% de l'emploi en France.
2 millions de salariés. D'accord? Donc c'est des associations, des mutuelles, des coopératives, etc. Et dedans, dans ce secteur-là, il y a un prisme encore plus particulier sur la question des seniors et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a, pardon, il y a 40% des salariés qui ont plus de 45 ans, 29 à 30% des salariés qui ont plus de 50 ans, et il y a une surreprésentation très très large des femmes dans ces secteurs-là. Et ce que je veux dire, alors que pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de métiers, il y a du temps partiel, il y a beaucoup de métiers historiquement où il y a eu de la proximité avec la petite enfance, les personnes âgées, avec toute une série de secteurs. Je pense qu'il faut avoir une réflexion en relation avec les acteurs représentatifs de ces secteurs-là, spécifiques autour de ces actions, puisque je crois qu'il y a vraiment un sujet majeur et qu'il y a un sujet aussi, vu que l'économie sociale et solidaire attire depuis quelques années de plus en plus de monde, en termes de recrutement, il y a un sujet majeur de transmission, effectivement, mais aussi de gestion de tous ces pyramides des âges. Merci. Alors, je suis désolée, c'est forcément frustrant pour vous. Alors, ma question va être toute simple. C'est que on parle effectivement des personnes seniors, mais il se trouve que les jeunes, les très jeunes, vont faire des choix beaucoup plus radicaux. Donc les seniors ont subi et maintenant on essaye de rattraper la casse. Mais les jeunes, aujourd'hui, on vient de faire typiquement une étude sur la parentalité au travail et le paradigme est sans appel. Les jeunes vont juste faire des choix radicaux, soit partir, soit changer de lieu, soit carrément sortir du contrat social de travail classique comme CDI. Et il y a on va dire, un paradoxe, c'est qu'on parle de beaucoup d'inclusion, de communication, mais que finalement les outils qui vont être utilisés par les DRH, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est même pas de l'humain, et que on le maîtrise pas. Et l'intelligence artificielle, on sait pas ce qu'il y a dans le moteur. On peut faire une petite série de réponses à ce stade? Non? Alexandre Giros, il y a beaucoup de choses Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a d'autres tables rondes qui arrivent. Alors, c'était pour pas empiéter. Je trouvais que le problème des seniors, c'était fondamental. On a peu parlé des jeunes, mais il y a un vrai sujet, mais il y a des choses qui sont mises en route par le gouvernement. Mais c'est le changement complet de rapport au travail qui est posé pour faire la transition avec ce qui arrive. Vous voulez répondre? Je peux répondre. Il y a beaucoup de questions parce qu'entre la communication, l'ESS et l'intelligence artificielle, je ne sais pas si j'arriverai à faire la synthèse. Non, sur la communication, je voudrais juste faire. Peut-être c'est important parce qu'au-delà de simplement faire savoir, il y a aussi le savoir-faire des seniors. Est-ce que vous disiez, Madame, sur les 4 000 €? Je pense que ce qui est très important, c'est aussi de comprendre que c'est pas qu'une question RH, c'est une question de dirigeant, c'est une question d'entreprise. Que ce salaire de 4 000 €, c'est pas simplement du SMIC qui coûte trop cher, c'est pas ça, c'est que ça apporte quelque chose. C'est pour ça que sur les différents dispositifs, la communication, c'est expliquer. La communication, c'est pas juste déployer un dispositif. Et expliquer, par exemple, faire comprendre tout ce que peut apporter un senior dans une entreprise qui aille au-delà de ce qu'on appelle simplement le mentorat, à propos duquel moi j'ai une opinion parfois contrastée. C'est-à-dire que je trouve que c'est très bien qu'il y ait du vrai mentorat, mais quand il y a un atelier macramé, c'est pas bien parce qu'en fait on les met dans un endroit comme si et c'est dévalorisant. J'ai une collègue qui, par exemple, une fois s'était retrouvée dans une situation où des startups, un fonds ne voulait pas qu'elle soit mentor pour des startups en disant tu es trop vieille, en gros. Mais elle a dit, mais non, mais en fait, j'ai beaucoup appris de tout ce que j'ai fait et ça peut apporter énormément d'avoir appris, d'avoir connu des échecs et de pouvoir réorienter. Et tout ça, il faut le faire comprendre. Perdre un senior, c'est aussi une perte sèche pour une entreprise. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il faut donner la substance à ce que l'on va faire avec les seniors. Donc c'est pour ça que la communication, c'est pas simplement un geste, je dirais, de pub, quoi. Il faut qu'il y ait de la substance. Et c'est ça le changement culturel que vous évoquiez au début. C'est sans doute les plus compliqués. Donc pour moi, ça je fais le lien entre les deux. Quant à l'IA, ce que vous disiez, pardon, alors je pense que là aussi, il faut pas. Si ça devient une guerre intergénérationnelle, en fait, on aura tout perdu. Je pense que le sujet qu'on n'aborde pas aujourd'hui, et ça c'était un des sujets que vous évoquiez, mais de loin, Marc Ferracci, c'est que dans un monde où en fait l'entreprise n'est plus du tout en fait le réceptacle de votre carrière. En fait, vous allez avoir plein de contrats, plein de carrières différentes, et ça va beaucoup bouger.
l'équation se complexifie. C'est-à-dire si vous travaillez des dizaines d'années, mais avec plein de contrats différents, avec un statut qui n'arrête pas de bouger, comment on réconcilie tout ça à la fin, comment on a créé sa carrière, comment on a créé son appétence, ça, je pense que ça fait partie des sujets qui viennent. Alors là, c'est une question, après je réponds à la question par une question, en fait, mais voilà. Merci, on s'arrête là. Merci à vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On aurait pu continuer. En tout cas, c'est dans ces espaces-là que voilà, les députés se nourrissent aussi et écrivent la loi avec toute la société. Merci d'avoir écouté ce premier épisode des Rencontres du Club Landois, un podcast du groupe Bayard. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains événements et nos actualités du Club Landois, je vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn.